Quand mon fils m'a demandé de lui acheter une maison de 870 000 € pour sa femme irrespectueuse, j'ai compris qu'il était temps de dire non, mais il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Découvrez toute l'histoire et abonnez-vous pour d'autres récits percutants. Mon fils a exigé une maison à 870 000 € pour sa femme odieuse. Mais j'ai refusé, et là, ma maison, située rue des Carmes à Toulouse, a vu défiler tant de vie que parfois, j'ai l'impression que ces murs ont absorbé nos joies et nos peines comme une vieille éponge. À 64 ans, on réalise que les maisons, comme les gens, ont du caractère. Marcel et moi avons acheté cette maison en 1968, jeunes et pleins d'espoir. Aujourd'hui, je parcours seul les planchers qui craquent, essuyant la poussière des cadres photos et écoutant le vent dans les gouttières. Je m'appelle Geneviève Laurent. J'étais autrefois Madame Marcel Laurent, mais depuis 15 ans, je suis veuve. Parfois, le matin, encore à moitié endormie, j'entends encore Marcel descendre l'escalier, sifflant son air préféré. Ne me quitte pas de Jacques Brel. Dans ces moments-là, j'attends presque que la bouilloire, qu'il mettait toujours en route en premier, fasse du bruit. Mais la réalité revient, et je me souviens que la bouilloire est cassée depuis longtemps, et que je n'en ai jamais racheté une. Pourquoi le ferais-je? Quand je ne bois qu'une tasse de thé par jour, comme chaque mardi, j'essuie les photos sur la cheminée. Voici Marcel tenant notre nouveau-né, Étienne. Quel nom inhabituel nous lui avions choisi. Marcel insistait, disant que ça le rendrait spécial. Eh bien, d'une certaine manière, il l'a été, mais pas tout à fait comme nous l'espérions. À côté, une photo de ma fille Nathalie dans sa robe de diplômée. Elle n'est jamais allée à l'université, bien que nous ayons mis de l'argent de côté pour ses études. Maman, c'est une perte de temps, avait-elle déclaré. Je veux voyager, découvrir le monde. C'était l'argent des études s'est transformé en argent pour voyager, puis cela s'est épuisé aussi. Nathalie vit maintenant en Corse avec son 3e mari, que je n'ai jamais vu en personne. Elle appelle pour les fêtes et nos conversations se terminent toujours par une demande d'argent. Une dernière fois, maman, je te le jure. Étienne, au moins, ne vit pas loin, à seulement 20 minutes. Mais parfois, je pense que la distance entre nous ne se mesure pas en kilomètres, mais en quelque chose de plus profond. Après la mort de Marcel, Étienne passait chaque semaine pour aider avec la maison, parfois même restait pour dîner. Puis Laurence est entrée dans sa vie. Je me souviens du jour où il l'a amenée pour la présenter. C'était en avril. Les arbres venaient de prendre un vert tendre. Laurence portait une robe rouge vif, plus adaptée à un cocktail qu'à un dîner familial. Elle parlait fort, riait de ses propres blagues, interrompait constamment Étienne, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est comment mon fils changeait en sa présence. Il la regardait comme si elle était une fleur rare et exotique, exigeant une admiration constante. « Maman, Laurence et moi pensons nous marier », avait-il dit, et dans ses yeux, je voyais que la décision était déjà prise, mon avis n'étant qu'une formalité. Que pouvais-je dire? Félicitations, mon chéri. J'ai même forcé un câlin à Laurence. Bien que son parfum capiteux m'ait donné mal à la tête, le mariage fut somptueux, avec 300 invités, dont la plupart m'étaient inconnus. Marcel nous avait laissé une belle assurance vie, et une bonne partie a servi à financer cette cérémonie. Tu veux que ton fils unique ait un mariage décent? Non, mais m'avait demandé Laurence. Dit Laurence, comme si elle doutait de ma réponse. Bien sûr que je le voulais. Qui ne le voudrait pas? Après le mariage, leurs visites se sont raréfiées une fois par mois, puis tous les 2 mois, quand leur premier-né, mon petit-fils Noah, est né.
Je l'ai appris par un post sur un réseau social que j'utilise à peine. J'ai dû demander à une voisine de m'aider à trouver ce post pour voir au moins une photo du bébé. Ma voisine, Suzanne Martin, est la seule personne à passer régulièrement chez moi juste pour le plaisir, sans raison particulière. Elle a 10 ans de moins que moi, veuve comme moi. Mais contrairement à moi, elle n'a pas laissé l'âge freiner une vie active. Suzanne fait du yoga 3 fois par semaine, participe à un club de lecture et a même récemment maîtrisé une tablette tactile. Elle a essayé de me convaincre d'en acheter une, mais j'ai refusé. Pourquoi voudrais-je savoir combien de pas je fais de la cuisine au salon? Geneviève, tu es trop enfermée dans tes 4 murs, me dit souvent Suzanne. La vie ne s'arrête pas à 74 ans. La mienne est presque finie. Je réponds habituellement et nous rions toutes les deux. Même si nous savons qu'il y a du vrai dans chaque plaisanterie, Suzanne connaît ma relation compliquée avec Laurence. Elle a même assisté à une altercation quand Laurence est venue emprunter mon service en porcelaine pour un événement caritatif. Suzanne prenait le thé avec moi lorsque la sonnette a retenti. « Oh, Suzanne est là? Comme c'est gentil !» avait dit Laurence, d'un ton comme si elle avait trouvé une mouche morte dans sa tasse. « Geneviève, puis-je te parler en privé ?» Suzanne s'était discrètement retirée dans la cuisine, mais notre maison est vieille. Les murs sont fins, et je suis sûre qu'elle a tout entendu. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes messages? M'avait assailli Laurence. Je t'ai écrit pour le service il y a 3 jours. Je ne regarde pas souvent mon téléphone. Avais-je répondu honnêtement? Mon Dieu, Geneviève, nous sommes au XXIe siècle. Même ma grand-mère sait utiliser un smartphone, et elle a 80 ans. Je suis restée silencieuse. Bien que tout bouillonnait en moi, sa grand-mère, voyez-vous, est à la pointe de la technologie. Pas étonnant que Laurence ait grandi en s'attendant à ce que le monde entier tourne autour d'elle. « Alors, je peux prendre le service ?» avait-elle demandé impatiemment. Tapant du pied, ce service était un cadeau de mariage des parents de Marcel. Nous ne l'utilisions que pour les grandes occasions, et chaque tasse, chaque soucoupe portait les souvenirs des fêtes familiales où nous étions tous réunis et heureux. Bien sûr, avais-je fini par dire « Il est dans le buffet, fais attention, s'il te plaît ?» Laurence avait levé les yeux au ciel. « Geneviève, ce n'est que de la vaisselle. » Non, avais-je envie de crier, ce n'est pas juste de la vaisselle. C'est une partie de ma vie, de mon histoire, mais je me suis tue, comme toujours, quand Laurence est partie avec la boîte où elle avait négligemment empilé mon précieux service. Suzanne est revenue de la cuisine, l'air d'avoir avalé un citron. « Et tu la laisses te parler comme ça ?» avait-elle demandé. J'avais haussé les épaules. « C'est la femme d'Étienne, que puis-je faire ?»« Oh, tu peux lui rappeler qui est la maîtresse de cette maison, » avait dit Suzanne fermement. « Geneviève, tu as choyé tes enfants toute ta vie. Peut-être est-il temps de penser à toi. » Je repense souvent à ces mots, surtout quand je reste éveillée, écoutant les bruits nocturnes de la vieille maison. Suzanne a raison, j'ai toujours mis mes enfants en premier. Quand Marcel est mort d'une crise cardiaque, j'avais 59 ans. Beaucoup de femmes de mon âge commençaient une nouvelle vie, voyageaient, faisaient de nouvelles rencontres. Certaines se remariaient. Et moi, j'étais plongée dans le soin de mes enfants et petits-enfants, comme pour compenser l'absence de leur père et grand-père. Nathalie venait de divorcer de son premier mari et était déprimée. Je lui avais donné presque toutes mes économies pour qu'elle reparte de zéro. Étienne, à l'époque, essayait de lancer sa propre entreprise, une librairie en ligne, pour les amateurs de livres anciens. L'idée a échoué après 6 mois, mais j'avais déjà investi une somme considérable.
En y repensant maintenant, je réalise qu'ils prenaient ma générosité pour acquise. Peut-être est-ce moi qui leur avais appris cela. Marcel disait toujours que j'étais trop douce avec les enfants. Geneviève, ils doivent te connaître la valeur de l'argent, me disait-il. Mais après sa mort, c'était comme si j'essayais de combler le vide avec des choses matérielles. Mon service n'est jamais revenu. Une semaine après l'incident, Laurence m'a envoyé un message. Désolée, Geneviève. Il y a eu un petit incident. 2 tasses sont cassées. Je t'achèterai un nouveau service. Bien sûr, elle ne l'a pas fait, et je ne le lui ai pas rappelé. Ces dernières années, ma relation avec Laurence et Étienne est devenue une étrange danse où chacun connaît ses pas, mais personne ne s'amuse. Ils viennent quand ils ont besoin de quelque chose. De l'argent pour une nouvelle voiture, de l'aide avec les enfants quand ils veulent partir en vacances, ou juste emprunter quelque chose qui ne revient jamais. Et moi, je dis toujours oui, parce que j'ai peur que si je dis non, ils ne viendront plus jamais. Les petits-enfants, Noam, maintenant 11 ans, et Emma, 8 ans, viennent encore moins souvent que leurs parents, surtout pour Noël et mon anniversaire. Et encore, je soupçonne que c'est parce qu'ils savent qu'il y aura des cadeaux. Ils sont toujours pressés de partir, comme s'ils craignaient que la vieillesse soit contagieuse. Suzanne dit que je devrais poser des limites, leur dire que la banque est fermée, mais comment le pourrais-je? Ce sont ma famille, tout ce qu'il me reste. J'ai un autre secret, que même Suzanne ignore. Sous cette vieille maison, dans un petit coffre-fort caché dans la cave derrière un rack de conserve, il y a une enveloppe. Elle contient les titres de propriété de la maison et un compte bancaire avec une somme que j'ai économisée petit à petit au fil des ans. Ce n'est pas une fortune, environ 250 000 €, mais assez pour assurer une vieillesse décente. Marcel disait toujours « Geneviève, garde quelque chose pour toi. Les enfants doivent apprendre à se débrouiller seuls. » Pendant longtemps, j'ai ignoré son conseil, distribuant l'argent à gauche et à droite. Mais il y a 5 ans, quand Étienne m'a demandé une grosse somme pour l'acompte de leur nouvelle maison, quelque chose en moi s'est réveillé. Je lui ai donné l'argent. Mais après ça, j'ai commencé à économiser dans un compte secret. Peut-être est-ce mon assurance contre une dépendance totale envers mes enfants à l'avenir. Parfois, je me sens coupable de ce secret. Une mère ne devrait-elle pas tout donner à ses enfants? Mais ensuite, je me souviens de la manière dont Laurence parle de mon mode de vie démodé, comment Étienne a cessé de s'intéresser à mes affaires, comment les petits-enfants me regardent sans me voir. Et la culpabilité s'estompe. La maison craque doucement, comme si elle approuvait mes pensées. Elle aussi garde ses secrets, ayant accumulé les histoires de notre famille dans ses murs au fil des ans. Parfois, je pense qu'elle est la seule à vraiment me comprendre. Je m'approche de la fenêtre et regarde dehors. Le fils du voisin, Hugo, fait du vélo sur le trottoir. Il doit avoir l'âge d'Étienne quand Marcel lui a appris à rouler sans petite roue. Je me souviens de la fierté d'Étienne, la première fois qu'il a pédalé tout seul sans le soutien de son père, son visage rayonnant de bonheur et de fierté. Quelque part à l'arrière de la maison, le téléphone sonne, me tirant de mes souvenirs. Je marche lentement vers le son, sachant que c'est probablement Suzanne. Elle est la seule à appeler sur le fixe. Tout le monde utilise un portable, que j'oublie souvent de recharger. Geneviève, la voix de Suzanne est joyeuse comme toujours. As-tu pensé au club de lecture demain? On discute du L'homme qui regardait la nuit de Mary Higgins Clark. J'ai soupiré. Suzanne, tu sais que je ne vais pas au club de lecture? Mais tu devrais. Tu as besoin de contact. Geneviève, tu ne peux pas rester seule chez toi tout le temps. Je ne suis pas seule, dis-je. Même si nous savons toutes les deux que ce n'est pas vrai,
J'ai des choses à faire. Suzanne ricanait. Quel genre de choses? Essuyer la poussière des photos. Geneviève, tu as besoin de nouvelles expériences, de nouvelles personnes. Je sais qu'elle a raison, mais l'idée de m'asseoir dans une pièce pleine d'inconnus, discutant d'un livre que j'ai probablement lu il y a 30 ans, m'est paniqueux. Peut-être la prochaine fois, dis-je, sachant que je trouverai une excuse même alors. Suzanne soupire mais n'insiste pas. Nous parlons encore du temps, de son arthrite qui la gêne les jours de pluie, de la nouvelle famille qui a emménagé 3 maisons plus loin. Puis, elle dit au revoir. Promettant de passer bientôt, je retourne à la fenêtre et remarque que le soir tombe déjà. Les ombres s'allongent, la lumière est plus douce, plus dorée. C'est mon heure préférée. Quand la journée est presque finie, mais la nuit n'est pas encore tombée, Marcel rentrait généralement du travail à 7 heures, et la maison s'emplissait des sons de sa présence. Le froissement du journal, le tintement des clés jetées sur la commode, son sifflement discret. Maintenant, la maison est particulièrement silencieuse à 7 heures, et je ressens ma solitude plus intensément. J'allume la télévision, juste pour entendre des voix humaines, et vais dans la cuisine préparer le dîner. Rien d'extraordinaire. Un velouté de châtaigne avec des herbes et du pain grillé. Une tasse de tisane. Quand on vit seul, on perd la motivation de cuisiner des plats compliqués. Je mange généralement devant la télé, bien que Marcel insistait toujours pour manger à table. Manger est un rituel. Geneviève, pas juste un ravitaillement, disait-il, mais manger seul à table est triste. Et devant la télé, on peut au moins prétendre avoir de la compagnie. Après le dîner, je lave la vaisselle, essuie la table et vérifie que la porte d'entrée est verrouillée. Même si je sais l'avoir fermée dans l'après-midi, ces rituels remplissent mes soirées, créant l'illusion d'être occupée. Avant de me coucher, je prends un bain, un autre petit rituel que j'ai gardé du temps où Marcel était vivant. L'eau chaude détend mes articulations, qui se font de plus en plus sentir avec l'âge. Allongé dans mon lit, je feuillette un vieil album photo. Un autre rituel du soir. Voici Marcel et moi le jour de notre mariage. Jeunes et heureux, voici Étienne faisant ses premiers pas. Voici Nathalie au concert de l'école, jouant de la flûte. C'est étrange comme le temps a filé. On dirait hier que j'étais une jeune mère courant après des enfants agités, et aujourd'hui, je suis une vieille femme que ces enfants remarquent à peine. Je ferme l'album et éteins la lumière. Dans l'obscurité, la vieille maison semble encore plus vivante, craquant et soupirant, comme si elle partageait ses secrets avec moi. J'écoute ces sons jusqu'à ce que je m'endorme, glissant dans un monde de rêve où Marcel est encore vivant, où les enfants sont encore petits et ont besoin de moi, où je me sens encore nécessaire et aimée. Les mardis et vendredis sont des jours de ménage. Les mercredis, je vais à l'épicerie au coin du quai de la Dorade et de la rue de Metz. Les jeudis sont consacrés au linge et au repassage. Les dimanches sont des jours de repos, où je me permets de regarder de vieux films à la télé ou de relire mes livres préférés de Mary Higgins Clark, que je connais presque par cœur. Mais les samedis et lundis sont toujours libres dans mon emploi du temps. Ce sont des jours que je réserve tacitement à ma famille, pour d'éventuelles visites d'Étienne, Laurence et des petits-enfants. Pas qu'ils me demandent quand c'est pratique, mais je les laisse libres quand même, au cas où. Le lundi matin m'accueille avec le rituel habituel, une tasse de thé léger, une tartine avec de la confiture de figues, des comprimés pour la tension, pour l'arthrite, et les vitamines prescrites par le docteur Fournier. Je les range soigneusement dans de petites boîtes en plastique marquées des jours de la semaine. Marcel plaisantait toujours sur ma minutie, disant que je pourrais travailler comme pharmacienne. Je souris à ce souvenir, bien qu'il pèse un instant sur ma poitrine.
Le téléphone sonne à 9h30 précise. Je sais qui c'est avant même de décrocher. Laurence appelle toujours à la même heure, comme si elle avait une case « Appeler ma belle-mère dans sa vie ». Bonjour. Geneviève. Sa voix s'est trop enjouée pour un lundi. Comment vas-tu? Cette question n'est qu'une formalité, un prélude à la vraie raison de l'appel. Je sais que, peu importe ma réponse, Laurence continuera son monologue. Pas mal. Merci. Je réponds, me préparant à l'inévitable. Super. Écoute, j'ai une petite faveur à te demander. Étienne et moi organisons un dîner en terrasse ce samedi, et je me disais, bien sûr, elle y avait pensé. Laurence pense toujours à utiliser ma maison, ma vaisselle, ou mon argent pour ses propres besoins. Cette fois, elle veut mes chandeliers en argent antique pour créer une ambiance. J'accepte, bien qu'une voix intérieure me rappelle le sort de mon service en porcelaine, jamais revenu après son petit incident. « Tu es un ange, Geneviève !» s'exclame Laurence avec un enthousiasme fin. Étienne passera les chercher vendredi après le travail. Je peux les apporter moi-même. Je propose, espérant secrètement une invitation à ce dîner. Une courte pause trahit son embarras. Et oh, pas besoin de te déranger. Tu as du mal à conduire le soir. Non, c'est vrai. Mais comment le saurait-elle? Je ne m'en suis jamais plainte à elle, ni à Étienne. Apparemment, n'importe quelle excuse est bonne pour ne pas m'inviter. D'accord. Qu'Étienne passe. J'accepte, ravalant mon ressentiment. Après l'appel, je jette un œil au calendrier accroché au mur de la cuisine. Aujourd'hui, c'est le 12 mai. La dernière fois qu'Étienne et Laurence sont venus, c'était le 18 avril, exactement pour mon anniversaire, ni un jour avant, ni un jour après. Ils sont restés 1 heure, m'ont offert une boîte de chocolat, bien qu'ils sachent que je suis diabétique, et un bouquet de roses, auquel je suis allergique. Les petits-enfants ont donné des cartes, clairement choisies par Laurence, trop brillantes, avec des vœux impersonnels pour la meilleure grand-mère. Je soupire lourdement et vais dans le salon, où les chandeliers sont rangés dans une vitrine. Ils sont blancs, enveloppés dans un tissu doux. Depuis que Marcel me les a offerts pour notre 20e anniversaire de mariage, l'argent est un peu terni, mais c'est facile à réparer. Je prends un produit spécial et commence à polir méthodiquement chaque courbe, chaque facette, comme si je les préparais pour une cérémonie importante. Mes mains travaillent mécaniquement et mes pensées dérivent vers l'époque où Étienne était petit. Comment il a changé depuis? C'était un garçon si sensible, remarquant toujours quand j'étais triste, me faisant des cartes maison sans raison particulière. Mais maintenant, ces visites sont programmées comme des réunions d'affaires, toujours avec un but. Je me souviens de comment les choses ont commencé à changer après son mariage avec Laurence. Au début, les changements étaient presque imperceptibles. Il appelait moins souvent, annulait souvent les visites prévues à la dernière minute. Puis, j'ai remarqué que chaque visite s'accompagnait d'une demande. Maman, peux-tu garder Noah ce week-end? Laurence et moi avons un événement important. Où? Maman, tu te souviens de cette table antique dans ta chambre? Laurence pense qu'elle irait parfaitement avec notre décor. Ça, peu à peu, nos conversations sont devenues superficielles, remplies de phrases banales et de sourires fins. Étienne a cessé de me parler de ses problèmes, de ses espoirs, de ses rêves. À la place, il parlait de sa promotion au travail, de la nouvelle voiture qu'il prévoyait d'acheter, de l'école privée pour Noah. C'est comme si mon fils s'était transformé en une image brillante d'un magazine, belle mais plate. Mais ce qui fait vraiment mal, c'est la manière dont son attitude envers moi a changé. Autrefois, j'étais un pilier à ses yeux, une source de sagesse et de soutien.
Maintenant, je me sens comme une obligation pour lui, un point sur sa liste de tâches. Appelez maman. Je termine de polir les chandeliers et les enveloppe soigneusement dans le tissu. Ils brillent comme neufs, prêts à orner la table de Laurence et impressionner ses invités. Je me demande si elle dira qu'ils appartiennent à sa belle-mère démodée. Je ne pense pas. Je passe le reste de la journée à mes tâches habituelles. Préparer le dîner. Un velouté de châtaigne, assez pour plusieurs jours. Lire un peu, regarder les informations du jour. Après le déjeuner, Suzanne appelle, m'invitant à la réunion du club de lecture de demain. Je décline poliment. Comme je le fais depuis des mois, ce n'est pas que je ne veux pas y aller. C'est juste que l'idée de m'asseoir dans une pièce pleine d'inconnus me met mal à l'aise. Geneviève, tu dois sortir de chez toi, insiste Suzanne. Tu passes trop de temps seule? J'aime la solitude. Je réponds, bien que nous sachions toutes les deux que ce n'est pas entièrement vrai. Suzanne soupire mais n'insiste pas. Elle me comprend mieux que quiconque. D'accord. Mais si tu changes d'avis, appelle-moi quand tu veux. Après avoir parlé à Suzanne, je décide de m'adonner à mon petit passe-temps, la broderie. Quand j'étais jeune, je n'avais pas le temps pour les hobbies. Tout était consacré au travail et à la famille. Mais maintenant, quand les jours s'étirent lentement et monotonement, la broderie est devenue mon petit salut. Je travaille sur une toile. Jardin d'été, depuis plusieurs mois. Chaque point est un moment de paix, où les pensées s'apaisent et les mains s'occupent d'un travail familier. Parfois, plongé dans mon ouvrage, j'oublie le temps, mes douleurs, le fait que ma maison est trop silencieuse et vide. La broderie est ma façon de créer quelque chose de beau dans un monde qui semble souvent froid et indifférent. Le soir, un appel inattendu retentit. Le nom d'Étienne s'affiche sur l'écran du téléphone. Mon cœur s'accélère involontairement. Il appelle rarement en semaine. « Maman, tu es occupée ?» Sa voix semble tendue. « Non, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rien de grave. Laurence et moi, nous demandions si tu pouvais récupérer Noah et Emma à l'école demain. Laurence a une réunion importante avec un client et je ne pourrai pas quitter le travail tôt. J'y ressens des émotions contradictoires en moi. D'un côté, je suis excitée à l'idée de passer du temps avec mes petits-enfants. De l'autre, c'est frustrant qu'Étienne ne pense à moi que lorsqu'il a besoin d'aide. Bien sûr, je peux les prendre, dis-je, essayant de garder une voix neutre. Ah, super, je t'envoie l'adresse de l'école et les horaires, et finissent à des heures différentes, donc il faudra attendre. Il n'a même pas demandé si ça me convenait d'attendre entre les deux. Si j'avais d'autres plans pour demain, quels plans pourrais-je avoir? Après tout, d'accord, je serai là. Et merci, maman, tu nous aides vraiment beaucoup. Une courte pause suit ces mots, et j'espère presque qu'il va demander comment je vais, comment s'est passée ma journée. Mais au lieu de cela, Étienne dit rapidement au revoir, prétextant beaucoup de travail. Je pose le téléphone et regarde le ciel qui s'assombrit par la fenêtre. Soudain, une sensation aiguë de solitude m'envahit. La grande maison, où autrefois résonnaient les rires et les conversations animées, est maintenant trop silencieuse. Même la télévision, que j'allume parfois pour le fond, ne me sauve pas de ce silence. Le mardi matin commence plus tôt que d'habitude. Je me réveille à 5h30, alors que je ne me lève généralement qu'à 7h. L'excitation de voir mes petits-enfants m'empêche de dormir. Je passe un long moment à choisir quoi porter, mais opte pour une blouse vert olive et un pantalon gris, pratique et assez moderne pour éviter que Laurence ne lève les yeux au ciel en me voyant. L'école est à 20 minutes en voiture de chez moi. Ça fait un moment que je n'ai pas conduit aussi loin.
et je me sens un peu stressée. Ma vieille Renault Clio me sert fidèlement depuis 15 ans, mais ces derniers temps, je ne l'utilise que pour de courts trajets jusqu'au magasin ou chez le médecin. J'arrive à l'école une demi-heure en avance. Je me gare et observe les parents qui commencent à se rassembler à la grille. De jeunes mamans en tenue de sport à la mode. Téléphone à la main, des pères en costume d'affaires, visiblement de passage en rentrant du travail. Je me sens déplacée parmi eux, comme si j'avais accidentellement pénétré dans une fête où je n'étais pas invitée. Enfin, Emma, ma plus jeune petite fille, apparaît, elle marche tête baissée, ajustant les bretelles de son sac à dos qui semble trop grand pour ses frêles épaules. Je lui fais signe, et elle ne me reconnaît pas immédiatement, ce qui n'est pas surprenant. Nous ne nous sommes pas vus depuis avril. Mamie, sa voix semble surprise. Où est maman? Elle a une réunion importante. Ma chérie, je vous récupère. Toi et Noah. Aujourd'hui, Emma hoche la tête, ne montrant ni joie ni déception. Elle s'assoit à l'arrière de la voiture et sort son téléphone, s'immergeant instantanément dans son monde numérique. J'essaie d'entamer une conversation, posant des questions sur l'école. Les amis, mais je n'obtiens que des réponses monosyllabiques. 1 heure plus tard, Noah sort. Il est plus grand que dans mon souvenir, et plus mince. À 11 ans, il a déjà l'air d'un petit adulte, avec une expression sérieuse et une posture droite. « Ah, salut, mamie, » dit-il en montant dans la voiture. « Maman a dit que tu nous ramenais à la maison. » Oui, mais je me demandais si nous pouvions nous arrêter pour manger quelque chose avant. Vous devez avoir faim après l'école. Noah échange un regard avec sa sœur. En fait, maman ne nous laisse pas manger de fast-food, dit-il d'un ton clairement copié sur Laurence. Ah, oh, je ne pensais pas à du fast-food. Peut-être un café ou... Maman dit que les cafés sont pleins de sucre et de mauvaise graisse de toute façon. Interrompt Emma, sans lever les yeux de son téléphone. Je ressens une pointe de déception, même quelque chose d'aussi simple que d'offrir une glace à mes petits-enfants est hors de portée à cause des règles de Laurence. Hein? D'accord, alors nous irons directement chez vous. J'accepte, essayant de cacher mon chagrin. En chemin, je fais plusieurs autres tentatives pour engager la conversation avec les petits-enfants, mais en vain. Ils répondent poliment, mais de manière distante, comme s'ils parlaient à une étrangère, d'une certaine manière. Ils le sont. Ils ne me voient que quelques fois par an, et à chaque fois, je suis comme une étrangère pour eux. Quand nous arrivons chez eux, une belle maison de 2 étages dans un quartier huppé, je vois que la voiture de Laurence n'est pas dans l'allée. Vous avez les clés. J'y demande aux enfants. Noah hoche la tête et sort un trousseau de la poche de son sac à dos. Merci de nous avoir amenés, mamie, dit-il formellement, comme s'il remerciait un chauffeur de taxi. Et si je restais avec vous jusqu'à ce que maman revienne? J'ai proposé, même si je connais déjà la réponse. Pas besoin, répond Noah avec assurance. On est assez grand pour être seul. Et puis, on a beaucoup de devoirs. J'y hoche la tête, résistant à l'envie d'insister. Après tout, ce ne sont pas mes enfants, et ce n'est pas à moi de décider s'ils peuvent rester seuls à la maison. D'accord. À bientôt alors, dis-je, ne sachant pas exactement quand ce bientôt aura lieu. Les enfants sortent de la voiture et marchent vers la maison sans se retourner. J'attends qu'ils entrent avant de repartir. Sur le chemin du retour, je ne peux m'empêcher de me sentir comme si je venais d'accomplir une fonction, comme un robot ou un appareil. Allumé, utilisé, éteint. À la maison, le silence m'accueille, encore plus oppressant, après avoir passé du temps avec mes petits-enfants. J'allume la radio, juste pour entendre des voix humaines.
et me mets à préparer le dîner, bien que je n'ai pas d'appétit. Le soir, Étienne appelle, demandant si tout s'est bien passé. Je dis oui. Les enfants étaient super, toutes étaient super. Il me remercie et dit rapidement au revoir. Allongé dans mon lit, regardant le plafond, je pense à la manière dont ma relation avec mon fils a changé. Nous étions si proches autrefois. Je me souviens comment nous lisions des livres ensemble avant le coucher, comment je l'aidais avec ses devoirs, comment nous discutions de son premier béguin. Qu'est-il arrivé à ce garçon qui m'écrivait des cartes touchantes pour la fête des mères et me serrait si fort, comme s'il avait peur de me laisser partir, pour devenir un homme qui n'appelle que par nécessité et dont les visites ont toujours un motif caché. Le mercredi, je vais à l'épicerie comme d'habitude. En sortant, je tombe sur Laurence. Ce qui est surprenant, elle ne fait jamais ses courses dans ce quartier. « Geneviève !» s'exclame-t-elle avec une surprise feinte. Ça, quelle coïncidence. J'y hoche la tête, sachant que ce n'est pas une coïncidence. Le magasin est à quelques pâtés de maison de chez moi, et Laurence devait savoir qu'elle pouvait me croiser ici. Comment étaient les enfants hier? Pas trop turbulents, demande-t-elle, m'aidant à mettre les sacs dans le panier. Non, ils étaient très sages. Je réponds, bien, écoute, Geneviève, puisque nous nous sommes croisés, pourrais-tu nous aider? Ce samedi, nous organisons un dîner en terrasse pour les collègues d'Étienne et nous avons besoin d'aide avec les enfants. J'embaucherai une baby-sitter, mais toutes les bonnes sont déjà prises. Voilà donc la vraie raison de cette rencontre fortuite. Samedi, j'ai des demandes, bien que je sache que mon emploi du temps est vide. Oui, je pense que je peux aider. Super. Laurence sourit avec un soulagement évident. Sois là pour 14 heures. Oh. Et une petite demande de plus. Je savais qu'il y aurait une autre demande. Il y en a toujours une. Pourrais-tu faire ton tarte aux noix? Étienne a dit à tout le monde qu'elle était délicieuse. Et maintenant, tout le monde veut l'essayer. J'y hoche la tête, ressentant un étrange mélange de fierté et de ressentiment. D'un côté, c'est agréable qu'Étienne vante mes pâtisseries. De l'autre, suis-je vraiment seulement utile comme baby-sitter gratuite et pâtissière? Bien sûr, je ferai une tarte, dis-je. Laurence dit rapidement au revoir, prétextant une réunion importante, et s'éloigne, me laissant avec des sacs lourds et des pensées encore plus lourdes. À la maison, je range les courses et m'assois à la table, me sentant soudain fatiguée. Pas physiquement, je suis habituée à l'effort, mais émotionnellement, je suis fatiguée d'être la grand-mère pratique qu'on ne se souvient que lorsqu'on en a besoin, fatiguée des sourires fins et des conversations superficielles, fatiguée de me sentir utilisée, mais que puis-je faire? Ce sont ma famille, tout ce qu'il me reste. Si je refuse d'aider, si je pose les limites dont parle Suzanne, ne s'éloigneront-ils pas encore plus? Vont-ils arrêter de venir complètement? Cette pensée me terrifie le plus. Mieux vaut être utilisé que oublié. Le samedi, j'arrive chez Étienne et Laurence à 14 heures précises, avec 2 tartes aux noix fraîchement cuites. L'allée est déjà remplie de voitures. De la musique retentit dans le jardin. Laurence m'accueille à la porte, vêtue d'une robe d'été chic. Un verre de vin à la main. Geneviève, tu arrives pile à l'heure. Les enfants sont dans la salle de jeu à l'étage. Ils t'attendent. Elle prend les tartes de mes mains et disparaît vers la cuisine, sans même m'inviter à entrer dans la maison. Je monte les escaliers, me sentant plus comme une domestique que la mère du maître de maison dans la salle de jeu. Outre Noah et Emma, il y a 3 autres enfants, probablement ceux des collègues d'Étienne,
Hakkadoe sont absorbés par des jeux vidéo et me prêtent à peine attention quand j'entre. Salut, les enfants, dis-je avec un sourire forcé. Que voulez-vous faire? Maman a dit qu'on devait rester ici et ne pas déranger les adultes, répond Noah, sans quitter l'écran des yeux. Je passe toute la journée dans la salle de jeu, isolée de la société des adultes, comme si ma place était ici. Avec les enfants, j'entends des rires et des conversations en bas, mais personne ne m'invite à me joindre à eux. Même Étienne ne passe qu'une fois pour s'assurer que tout va bien, puis retourne à ses invités. Quand les derniers invités partent, il est presque 22 heures. Je descends pour dire au revoir. Laurent se semble un peu éméché, ses cheveux parfaits légèrement ébouriffés. « Oh, merci pour ton aide. Geneviève, dit-elle, me serrant d'un bras, et pour les tartes. Elles ont fait sensation. De rien. Je réponds automatiquement. Étienne s'approche de nous, et je remarque qu'il a bu plus que d'habitude aussi. Maman, tu pars déjà? Reste dormir. Il est trop tard pour conduire. C'est la première fois de la journée qu'il montre de l'inquiétude pour moi, et j'ai presque envie d'accepter, mais je vois Laurence se crisper à ces mots, et je réalise que ma présence est indésirable. Oh, non, merci, mon chéri, je vois bien dans le noir, je rentrerai sans problème. Kane, à la maison, allongé dans mon lit. Je pense à la manière dont, imperceptiblement, jour après jour, ma relation avec Étienne s'est transformée en cette étrange formalité. Quand cela a-t-il commencé? Après son mariage? Après la naissance des enfants? Ou était-ce un processus progressif? Si lent que je ne l'ai pas remarqué avant qu'il ne soit trop tard, je ne connais pas la réponse. Mais je sais une chose, chaque fois qu'il m'utilise et me laisse, une partie de moi s'éteint, et je ne suis pas sûre de ce qu'il en reste. La sonnette retentit alors que je finis d'essuyer les cadres photos en argent. Dernièrement, j'ai remarqué que je fais ces tâches ménagères inutiles de plus en plus souvent. Nettoyer de l'argenterie que personne n'utilise. Trier de vieilles lettres que personne ne lit. Peut-être est-ce une façon de combler un vide ou de me prouver que je vaux encore quelque chose. Maman, la voix d'Étienne semble inhabituellement enthousiaste. Es-tu occupée ce vendredi soir? J'ai presque ri. Suis-je occupée? À 64 ans. Même aller à l'épicerie devient un événement. Non, mon chéri, je n'ai pas de plan. Je réponds, essayant de cacher ma surprise face à cette invitation inattendue. Super. Laurence et moi voulons t'inviter à dîner. Nous avons une nouvelle à partager. Mon cœur se serre un instant. Un autre enfant. Bien que Laurence ait toujours dit que 2 suffisaient, une promotion pour Étienne. Peut-être, où déménage-t-il? J'aimerais venir, dis-je. À quelle heure dois-je être là? 9 heures. Maman, il marquait une pause. Habille-toi bien. D'accord. C'est une soirée spéciale. J'y ressens une pointe de ressentiment. Ce que je me présente habituellement chez eux en peignoir et bigoudi, mais je ne dis rien. Étienne ne semble pas remarquer ma réaction. Une dernière chose, ajoute-t-il. Les enfants restent avec la baby-sitter. Ce sera un dîner juste pour les adultes. Un dîner juste pour les adultes. Étrange. Ils insistent généralement pour que je passe du temps avec les petits-enfants. Ils ont besoin de voir leur grand-mère. Dites Laurence, ce qui se traduit par « j'ai besoin de temps pour moi pendant que tu surveilles les enfants ». Le vendredi soir arrive plus vite que prévu. J'ai vraiment fait un effort pour m'habiller élégamment, choisissant une robe bleu nuit que j'avais achetée pour les funérailles d'une amie l'année dernière.
Pas l'occasion la plus festive pour un achat, mais la robe était élégante et je ne pensais pas que même Laurence pourrait la critiquer. Étienne m'accueille à la porte avec un sourire qui semble un peu forcé. Il est vêtu d'un costume, ce qui est inhabituel pour un dîner à la maison. « Maman, tu es magnifique, » dit-il, m'embrassant sur la joue. Il sent le parfum coûteux et le whisky étrange. Étienne ne boit généralement pas d'alcool fort, sauf pour des occasions spéciales. Dans le salon, Laurence s'affaire autour de la table, dressée avec un soin inhabituel, porcelaine, cristal, bougies et mes chandeliers en argent. Je notais mentalement « Ce Geneviève », s'exclame-t-elle avec une joie exagérée. « Tu es très bien. » Le « bien » vient avec une légère hésitation, comme si elle voulait dire autre chose, mais s'est ravisée. « Merci. »« Laurence. » Je réponds. « C'est très festif. »« Oh. »« Nous avons fait de notre mieux, » dit-elle, ajustant les verres déjà parfaitement alignés. « C'est une soirée très spéciale. » Je commence à me sentir un peu mal à l'aise. Quelque chose dans leur comportement semble artificiel, comme s'ils jouaient un spectacle pour un seul public. « Oui. » Étienne verse le vin, et nous nous asseyons à table. Le dîner commence par un velouté de châtaigne que je suis sûre que Laurence n'a pas préparé elle-même. Elle n'a jamais été très portée sur la cuisine, préférant commander dans des restaurants ou engager un traiteur pour les occasions spéciales. La conversation tourne d'abord autour de sujets neutres. La météo, les enfants, les dernières nouvelles. Mais je sens qu'il y a autre chose qui se cache derrière cet échange de politesse. Étienne semble tendu, jetant des regards à Laurence de temps en temps, comme s'il attendait un signal, quand le plat principal, un coq au vin, arrivé, Laurence dit soudain « Geneviève, tu as peut-être remarqué que ce soir est une soirée spéciale. » J'y hoche la tête, sentant mon cœur battre plus vite. Quelque chose dans son ton me rend méfiante. « Étienne et moi avons quelque chose d'important à te dire, » continue-t-elle, échangeant un regard avec mon fils. Étienne tousse et se redresse, comme s'il préparait un discours répété. « Maman, tu sais à quel point la famille compte pour nous, » commence-t-il, et combien il est important pour nous de créer le meilleur environnement possible pour Noah et Emma. J'y hoche la tête, ne sachant toujours pas où il veut en venir. Notre maison actuelle devient un peu exiguë, poursuit Étienne. Les enfants grandissent et ils ont besoin de plus d'espace, de plus. L'école de Noah est dans un autre quartier et il y passe beaucoup de temps. Sur la route, nous avons trouvé la maison parfaite, intervient Laurence, et ses yeux s'illuminent. Dans le quartier de Saint-Germain-en-Laye, à seulement 5 minutes de l'école de Noah, 4 chambres, 3 salles de bain, un grand jardin avec une piscine. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Ça semble merveilleux, dis-je prudemment, ne voyant toujours pas en quoi cela me concerne. Oh, la maison est magnifique, confirme Étienne. Mais il y a juste un problème, le prix. Et voilà, je sens quelque chose de froid se serrer en moi. Elle coûte 750 000 €, dit Laurence, comme si c'était une somme raisonnable. Nous pouvons faire un acompte, mais nous avons besoin d'aide. Et nous avons pensé à toi, maman, ajoute Étienne, arrivant enfin au but. Tu vis seule dans une grande maison qui devient de plus en plus difficile à entretenir. Tu as des économies qui, soyons honnêtes, tu n'auras probablement pas besoin à ton âge. J'essence le sang me monter au visage. À ton âge, ces mots sonnent comme un jugement. Nous pensons que ce serait un excellent investissement pour toute la famille, continue Étienne, ne remarquant pas ma réaction. Tu pourrais nous aider à acheter cette maison et nous pourrions prendre soin de toi. Peut-être, avec le temps, tu pourrais même emménager avec nous
si vivre seul devient trop difficile. Il y a une jolie chambre d'amis au rez-de-chaussée, dit Laurence avec un enthousiasme fin, avec une salle de bain privée. Tu n'aurais pas à monter les escaliers. Je les fixe tous les deux, n'en croyant pas mes oreilles. Ils m'ont vraiment invité à dîner pour me demander de leur donner toutes mes économies pour une maison que je ne verrai peut-être jamais, sauf en tant qu'invité occasionnel ou, au mieux, résidente d'une chambre d'amis. Je ne comprends pas, dis-je enfin, essayant de garder une voix calme. Vous voulez que je vous donne de l'argent pour la maison? Pas exactement donner, répond Étienne rapidement. Plutôt investir dans l'avenir de la famille, notre avenir ensemble. Et combien voulez-vous investir? Je demande, devinant déjà la réponse. Laurence et Étienne échangent un regard. Nous avons besoin de 350 000 € pour la compte, dit Étienne, plus environ 45 000 pour des réparations et des améliorations. 300.000 €. Presque toutes mes économies, y compris l'argent de la vente de notre maison de campagne que j'avais soigneusement mis de côté et que deviendra ma maison. Je demande. Bien que je connaisse déjà la réponse, nous pensons que tu devrais la vendre, dit Laurence, comme si elle me demandait de me débarrasser d'une vieille robe. Pas la maison où j'ai passé la majeure partie de ma vie. Elle est trop grande pour une personne. Et le quartier n'est plus ce qu'il était. Nous pourrions utiliser l'argent de la vente pour rembourser une partie de l'hypothèque. Bitch, je sens quelque chose se briser en moi. Toutes ces années, je les ai soutenus. Leur ai donné de l'argent quand ils en demandaient, gardé leurs enfants quand ils en avaient besoin, jamais plainte, jamais dit non. Et voilà comment ils envisagent mon avenir. Vendre ma maison, leur donner toutes mes économies et finir mes jours dans leur chambre d'amis. Et si je dis non, je demande doucement. Étienne semble avoir reçu une gifle. Que veux-tu dire? Non, demande-t-il. Maman, c'est pour la famille, pour tes petits-enfants. Mes petits-enfants, que je vois tous les quelques mois, quand vous pensez à moi, dis-je, surprise de mon audace. Ah, et ma maison, c'est tout ce qu'il me reste de ma vie avec ton père. Je ne vais pas la vendre. Mais ce n'est qu'une maison, intervient Laurence avec une pointe d'irritation dans la voix. Une vieille maison qui nécessite des réparations constantes. Soyez rationnelle. Geneviève, ce n'est pas juste la maison. Je réponds. C'est que vous ne venez me voir que quand vous voulez quelque chose. Quand vous m'avez invité sans demander quelque chose pour la dernière fois, Étienne et Laurence échangent des regards confus. Ce n'est pas juste. Maman, commence Étienne. Nous avons un emploi du temps très chargé. Tu sais, le travail, les enfants, je sais, je l'interromps. Nous avons tous nos préoccupations, mais la famille, ce n'est pas seulement une question d'argent. Personne ne dit que la famille se résume à l'argent, dit Laurence avec un étrange sourire. Mais là, nous avons vraiment besoin de ton aide. Ne veux-tu pas que tes petits-enfants grandissent dans une bonne maison, dans un bon quartier? Bien sûr que si, je réponds, mais je veux aussi qu'ils respectent leur grand-mère et réalisent que je ne suis pas un distributeur automatique où l'on peut retirer de l'argent à la demande. L'atmosphère à table devient tendue. Étienne prend une grande gorgée de vin et Laurence serre sa fourchette si fort que ses jointures blanchissent. « Maman, dit Étienne après une pause, et sa voix semble inhabituellement ferme. Je ne pense pas que tu réalises à quel point c'est important pour nous. Nous ne voulons pas une nouvelle maison pour le plaisir. C'est un investissement dans notre avenir, dans l'éducation de nos enfants, dans notre stabilité. Je comprends, je réponds, mais ça ne signifie pas que je dois vous donner toutes mes économies.
Que vas-tu en faire? Demande soudain Laurence, sa voix pleine de défi. Les emporter dans ta tombe. Oh, Laurence, Étienne la réprimande. Mais il est évident qu'il ne désapprouve pas vraiment ces mots. Non, sérieusement, continue-t-elle, me regardant. Tu as 74 ans. Geneviève, combien de temps comptes-tu encore vivre? 5 ans. Dix. Et ensuite quoi? L'argent ira à Étienne et Nathalie de toute façon. Alors pourquoi ne pas aider la famille maintenant, quand elle en a vraiment besoin? J'ai la fixée, frappée par la cruauté de ses paroles. Est-elle vraiment là, à calculer combien de temps il me reste à vivre? Je pourrais vivre encore 20 ans, dis-je doucement, et j'aurais besoin de cet argent pour moi. Pourquoi? Laurence ricane. Pour des croisières que tu ne feras jamais, pour des voyages dont tu n'as pas l'énergie, sois réaliste. Geneviève. Laurence, ça suffit, dit Étienne, mais sans conviction. Non, laisse-la continuer, dis-je, sentant la colère monter en moi. Laisse-la dire ce qu'elle pense vraiment. Tiens, Laurence me regarde avec défi. D'accord, je vais le dire. Je pense que tu es égoïste. Geneviève, tu es assise sur un tas d'argent dans ta vieille maison, pendant que ton fils et tes petits-enfants doivent s'entasser dans un appartement exigu. Tu pourrais aider, mais tu préfères t'accrocher au passé, aux choses, aux souvenirs que personne d'autre que toi ne veut. Ma femme en a marre de vivre dans une maison exiguë. Étienne élève soudain la voix, frappant du poing sur la table si fort que les verres tressautent. Achète-lui une belle maison neuve. J'y recule, surprise par son éclat soudain. Étienne n'avait jamais haussé le ton contre moi auparavant. Je n'ai pas à vous acheter une maison, dis-je, essayant de parler calmement. Vous êtes adulte. Vous avez de bons emplois. Économisez, comme toute famille normale. Économisez. Laurence rit amèrement. Tu réalises combien de temps il nous faudrait pour économiser pour une maison comme celle-là? Des années, et les enfants ne vont pas attendre. Ils grandissent maintenant. Ce n'est pas mon problème, dis-je, et je regrette immédiatement mes mots. Le visage d'Étienne s'assombrit de colère. Pas ton problème, répète-t-il. Tes propres petits-enfants ne sont pas ton problème. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je commence, mais il ne me laisse pas finir. Non, c'est exactement ce que tu voulais dire, criait-il, se levant de la table. Toute ta vie, tu n'as pensé qu'à toi, même quand papa était vivant, tout tournait toujours autour de toi. Tes besoins, tes envies. C'est un pur mensonge, et nous le savons tous les deux. J'ai toujours mis ma famille en premier, toujours sacrifié mes propres intérêts pour Étienne. Nathalie et Marcel, ce n'est pas vrai, dis-je, sentant ma voix trembler. J'ai toujours pensé à vous en premier. Si c'était vrai, intervient Laurence, tu n'hésiterais pas une seconde. Tu nous donnerais cet argent, parce que tu aimes ton fils et tes petits-enfants. Je vous aime, dis-je, les larmes me montant aux yeux. Mais ça ne signifie pas que je dois vous donner tout ce que j'ai. Oh. Alors, peut-être que tu ne nous aimes pas autant que tu le dis, dit Étienne froidement. Ces mots me frappent plus fort que n'importe quelle douleur physique. Je regarde mon fils, le garçon que j'ai élevé, le garçon que j'aime plus que la vie, et je ne le reconnais pas. Je pense que je devrais partir, dis-je, me levant de la table. Assieds-toi, criait Étienne, et j'obéis, choqué par son ton. Nous n'avons pas fini. Si, c'est fini, dis-je, rassemblant la force de me relever. Je ne vous donne pas l'argent pour la maison, c'est ma décision finale.
Je me lève et me dirige vers la porte. Étienne me barre le chemin. Tu ne pars pas tant que nous n'aurons pas réglé cette affaire, dit-il. Et je vois quelque chose d'étranger, d'inconnu dans ses yeux. S'il te plaît, écarte-toi. Je demande, sentant mon cœur battre plus vite de peur. Non, répond-il, faisant un pas vers moi. Tu vas rester et écouter la suite de notre conversation. Étienne, je veux rentrer chez moi, dis-je, essayant de parler fermement, mais ma voix tremble. Chez toi, dans cette vieille maison délabrée que tu refuses de vendre, demande-t-il amèrement, celle qui se trouve sur un terrain valant plus que tu ne pourras jamais dépenser. C'est ma maison, dis-je, et je n'ai pas à la vendre juste parce que vous voulez acheter une maison que vous ne pouvez pas vous permettre. Je vois son visage se déformer de colère. Je n'avais jamais vu Étienne comme ça. Lèvres blanches, pupilles dilatées, vieille femme égoïste et têtue. Crie-t-il, et je recule, comme frappé. Toujours à penser à toi. Étienne, calme-toi. Intervient Laurence pour la première fois, montrant de l'inquiétude face à la situation. Tu as trop bu. Non. Qu'elle sache ce que je pense d'elle, continue-t-il, les yeux fixés sur moi. Qu'elle sache à quel point nous en avons marre de sa mesquinerie, de ses rappels constants, de tout ce qu'elle a fait pour nous, comme si nous lui devions quelque chose. Vous ne me devez rien, dis-je doucement. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Si, tu l'as fait, crie-t-il, à chaque respiration, à chaque regard triste que tu nous lançais. Tu nous demandais d'être reconnaissants, de nous sentir coupables d'avoir une vie à nous. Je secoue la tête, incapable de croire que c'est mon fils qui parle. Je n'ai jamais. Arrête. Il frappe le mur de son poing, et je sursaute. Arrête de jouer les victimes. Tu n'es pas une victime. Tu es une manipulatrice. Toute ta vie, tu nous as manipulés, nous faisant nous sentir coupables, utilisant ton amour comme une arme. Bashko. J'essaie de le contourner pour atteindre la porte, mais il fait un mouvement brusque et attrape mon bras, le serrant si fort que je crie de douleur. Ça. Lâche-moi, j'exige, essayant de me libérer. Pas tant que tu n'accepteras pas de nous aider, dit-il, et son visage est si près du mien que je sens l'alcool dans son souffle. Étienne. Lâche-la, dit Laurence, s'approchant de nous. Tu lui fais mal. Mais c'est comme s'il n'entendait pas. Ses doigts se resserrent de plus en plus, et je sens ma main s'engourdir. J'ai dit, lâche. J'ai tiré avec une force inattendue, me libérant de son emprise. Étienne, qui ne s'attendait pas à une résistance, vacille, puis, à mon horreur, me poussait pas fort, mais assez pour me faire perdre l'équilibre et tomber, heurtant ma hanche contre le bord de la table basse. La douleur est aiguë et immédiate. Je gémis, m'agrippant à la zone meurtrie. La pièce est silencieuse un instant. Laurence se fige, le visage choqué. Étienne me regarde, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de faire. « Maman » commence-t-il, et pour la première fois de la soirée, il y a du remords dans sa voix. Hein? Je ne voulais pas. Reste loin de moi, dis-je, luttant pour me relever. Ma hanche me fait mal, mais j'essaie de ne pas le montrer. Ne t'approche plus jamais de moi. Maman, s'il te plaît, ce n'était pas intentionnel. Il fait un pas vers moi, tendant la main, mais je recule. Je pars, dis-je, me dirigeant vers la porte. Chaque pas est douloureux, mais je suis déterminée à sortir de cette maison le plus vite possible. Geneviève, tu ne peux pas conduire dans cet état, dit Laurence, montrant pour la première fois de l'inquiétude. Laisse Étienne te ramener. Je vais appeler un taxi. Je réponds,
sortant mon portable de mon sac. Mes mains tremblent tellement que je peux à peine appuyer sur les touches. « Maman, s'il te plaît ?» Étienne semble effrayé, comme s'il venait de réaliser ce qu'il avait fait. « Ah, parlons. Je n'étais pas moi-même. J'avais trop bu. »« Non, » dis-je fermement. « Je n'ai plus rien à te dire. Omar. » Je sors de la maison, boitant et m'appuyant au mur pour me soutenir. L'air frais du soir me frappe le visage, et j'inspire profondément, essayant de me calmer. Ce n'est qu'à ce moment que je sens les larmes couler sur mes joues. Le taxi arrive 15 minutes plus tard, ce qui semble une éternité. Je reste sur le porche tout ce temps, refusant de rentrer, malgré les supplications d'Étienne et Laurence. Ils sortent tous les deux après moi, mais gardent leur distance. Voyant mon état, à la maison, je montais difficilement les marches du porche, chaque pas ravivant la douleur dans ma hanche. À l'intérieur, il fait sombre et silencieux. Seule l'horloge du salon compte les secondes avec un tic-tac monotone. J'allume la lumière et me laisse lentement tomber sur le canapé, grimaçant de douleur. Je soulève prudemment l'ourlet de ma robe pour examiner l'hématome. Un grand bleu, violette foncée avec des bords rouges, commence déjà à se former sur ma cuisse. Ce sera pire demain. Le téléphone dans mon sac vibre. Étienne. Je ne réponds pas. Il rappelle encore et encore. Puis arrive un message. « Maman ?» Réponds. « S'il te plaît. » Je suis tellement désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai rangé le téléphone, ne voulant pas en lire plus. Les larmes coulent à nouveau sur mes joues, et cette fois, je ne les retiens pas. Je pleure pour le fils que j'ai l'impression d'avoir perdu, pour les petits-enfants que je vois si rarement, pour le mari qui n'est pas là quand j'en ai besoin. Le matin, chaque mouvement résonne de douleur. Je me lève difficilement du lit, essayant de ne pas m'appuyer sur ma hanche meurtrie. Le miroir reflète une femme fatiguée aux yeux cernés et au visage pâle. Je ne me reconnais pas, ou peut-être est-ce la première fois depuis longtemps que je vois la vraie moi, sans le masque de la mère et grand-mère complaisante. Sur mon téléphone, il y a 12 appels manqués d'Étienne et quelques messages. « Maman, pardonne-moi, s'il te plaît. »« Maman, je ne sais pas ce qui m'a pris. »« Maman, appelle-moi quand tu lis ça. » J'ai rangé le téléphone, ne voulant pas répondre. Que pourrais-je lui dire? Que je lui pardonne. Je n'en suis pas sûre. La douleur dans ma hanche n'est pas aussi aiguë que hier, mais elle est toujours palpable. Je touche doucement l'hématome. Il s'est assombri et élargi, prenant une couleur bleu-violet hideuse avec des bords jaunâtres. Je ne suis pas habituée au bleu. À mon âge, ma peau est fine et vulnérable, et parfois, un léger choc contre un coin de table laisse une marque. Mais cet hématome est différent. C'est un rappel que mon propre fils a levé la main sur moi pendant le petit déjeuner, une tasse de thé et une tartine avec de la confiture. Je repense à la nuit dernière. Colère, ressentiment, déception, tous ces sentiments se battent en moi. Mais autre chose transparaît, la détermination. Pour la première fois depuis des années, je ressens une détermination aiguë et inflexible à agir. Je sors l'annuaire téléphonique, oui, j'utilise encore ces choses archaïques et commence à chercher un numéro. Il y a longtemps, quand Marcel était encore vivant, nous avions consulté un avocat nommé Pierre Valéry. Il nous avait aidés avec les papiers pour la maison et la première version de notre testament. Je ne suis pas sûre s'il exerce encore, ça fait tellement d'années. Mais c'est le seul avocat que je connaisse personnellement. À ma surprise, le numéro est toujours actif. La voix féminine à l'autre bout du fil se présente comme Amélie, la secrétaire de M. Valérie. Quand je dis mon nom, il y a une note de reconnaissance dans sa voix. « Ah, Madame Laurent ?» La veuve de Marcel Laurent. Demande-t-elle pour confirmation. « Oh oui, c'est moi. » Je réponds.
un peu surprise d'être reconnue. Chut, chut. Valérie sera ravie de vous voir. Il est en réunion maintenant, mais je peux vous fixer un rendez-vous pour... Elle marque une pause, consultant apparemment son agenda. Bon, pour 14 heures aujourd'hui, ça vous convient? Oui, merci, dis-je, soulagé de ne pas devoir attendre longtemps. Parfait, à tout à l'heure. Madame Laurent, l'adresse est la même. 16 rue Saint-Rome. Tina. Je raccroche et ressens un étrange frisson. C'est le premier pas vers quelque chose de nouveau, vers une vie où je prendrai des décisions en fonction de mes propres intérêts, pas ceux de mes enfants. Ma vieille Renault Clio ne démarre pas au premier essai, comme si elle partageait mes doutes. Finalement, le moteur ronronne, et je sors lentement de la cour. Le bureau de Pierre Valéry est dans la partie commerciale de Toulouse, à environ 20 minutes de chez moi. La rue Saint-Rome n'a pas beaucoup changé au fil des ans. Les mêmes bâtiments anciens transformés en bureaux, les mêmes vitrines élégantes. Le numéro 16 se distingue par une façade fraîchement peinte et une nouvelle enseigne, Service juridique Valéry et associés. À l'intérieur, je suis accueillie par une jeune femme au sourire chaleureux, la même Amélie avec qui j'ai parlé au téléphone. Madame Laurent. Valérie vous attend, dit-elle, me conduisant dans le couloir jusqu'au bureau, au bout. Pierre Valéry a beaucoup changé depuis la dernière fois que je l'ai vu. Ses cheveux, autrefois bruns, sont maintenant complètement gris. Son visage est ridé et sa silhouette autrefois élancée s'est alourdie. Mais ses yeux sont toujours les mêmes, vifs et attentifs. Geneviève, s'exclame-t-il, se levant pour m'accueillir. Combien d'années? Combien d'hivers? Bonjour, Valérie, dis-je, serrant sa main tendue. S'il vous plaît, juste Pierre. Nous nous connaissons depuis trop longtemps pour les formalités. Il me désigne le fauteuil en face de son bureau. Et, assieds-toi, que puis-je faire pour toi? Je m'assois, lissant soigneusement ma robe, et soudain, je me sens incertaine de par où commencer. Comment expliquer ce qui m'amène ici? Je veux réviser mon testament, dis-je enfin. Je veux prendre des mesures pour protéger mes biens, mais Pierre me regarde attentivement, comme s'il évaluait quelque chose au-delà de mes mots. Quelque chose ne va pas? Geneviève, demande-t-il doucement. Je n'avais pas prévu de lui parler de l'incident d'hier soir, mais quelque chose dans son ton, dans l'inquiétude sincère dans ses yeux, me pousse à m'ouvrir. Mon fils, je commence, et soudain, je sens les larmes me monter à la gorge. Mon fils a levé la main sur moi hier. Pierre fronçait les sourcils. Raconte-moi tout, dit-il, sortant un carnet et un stylo d'un tiroir de son bureau. Et je le fais. Je racontais comment Étienne et Laurence m'ont invité à dîner, leur demande de me donner de l'argent pour une nouvelle maison, la dispute qui a suivi mon refus, et enfin, comment Étienne m'a poussé quand j'ai essayé de partir. J'ai un hématome. J'ajoute, pointant ma cuisse, « Es-tu allé à la police ?» demande Pierre. Je secoue la tête. Non, c'est mon fils. Après tout, je ne veux pas aller à la police. Pierre hoche la tête, acceptant ma décision, bien que je vois sur son visage qu'il n'est pas tout à fait d'accord. D'accord. Parlons de tes biens et de comment les protéger, dit-il, passant aux affaires. Qu'as-tu actuellement? Je lui parle de la maison, de mes économies, des petits investissements que Marcel avait faits et que j'ai conservés. Je lui parle du compte secret dont ni Étienne ni Nathalie ne savent rien. Et tu veux modifier ton testament, dit Pierre, prenant des notes dans son carnet. Oh, Nani, oui. Je réponds fermement. Je veux que la majeure partie de mes biens aille à une œuvre de charité après ma mort, à la Fondation Jeunes Horizons.
avec laquelle Marcel et moi collaborions de son vivant. Et tes enfants? Demande Pierre. Sans approuver ni désapprouver, je veux leur laisser 20% du total. Dis-je après un moment de réflexion? Mais pas d'un coup. Je veux que cet argent leur soit versé en mensualité pendant 10 ans après ma mort. Pas plus de 850 € par mois chacun. Pierre hausse les sourcils. C'est une décision inhabituelle. Puis-je demander pourquoi? Parce que je connais mes enfants. Je réponds amèrement. S'ils reçoivent tout d'un coup, ils le dépenseront en un mois. Comme ça, ils auront une source de revenus stable pendant longtemps. Ah mais... Et les petits-enfants? J'y réfléchis. Noah et Emma ne sont pas responsables du comportement de leurs parents. Et qui sait, peut-être qu'avec le temps, ils seront meilleurs qu'Étienne et Laurence. Je veux laisser 10% à chacun de mes petits-enfants, dis-je, mais à condition qu'ils ne puissent obtenir cet argent qu'après 25 ans, et seulement pour leurs études ou l'achat de leur première maison. Pierre hoche la tête, notant mes souhaits. Et la maison? Je veux la vendre de mon vivant, dis-je, surprise par ma propre détermination. Cette pensée m'est venue seulement maintenant, mais elle semble juste, mais pas tout de suite, quand je serai prête à déménager dans un endroit plus petit. Je vois, dit Pierre. Maintenant, parlons de la protection de tes biens, de ton vivant. Tu as mentionné vouloir prendre des dispositions. Oui. Je hoche la tête. J'ai peur qu'Étienne ou Laurence essaient de prendre le contrôle de mes finances, surtout si ma santé se détériore. J'ai entendu parler de cas où des enfants ont déclaré leurs parents âgés inaptes pour gérer leurs biens. Ça arrive, confirme Pierre avec un regard sérieux. Et tu as raison de t'en inquiéter, surtout vu l'incident d'hier. Il sort quelques dossiers d'un placard et commence à parcourir les documents. Il y a plusieurs façons de protéger tes biens. D'abord, nous pouvons créer un trust dans lequel tes principaux biens seront transférés. Tu seras la bénéficiaire de ce trust de ton vivant. Et à ta mort, les fonds seront distribués selon tes instructions. Importantement, le trust sera administré par un fiduciaire indépendant comme une banque ou un cabinet d'avocats, et non par tes enfants. J'y hoche la tête, bien que je ne comprenne pas toutes les subtilités juridiques. Ensuite, continue Pierre, nous rédigerons une procuration médicale et une procuration pour la gestion des biens. Tu y nommeras la personne en qui tu as confiance pour prendre des décisions à ta place. Si tu ne peux plus le faire toi-même, ça n'a pas besoin d'être l'un de tes enfants. Vous les circonstances. C'est Suzanne, dis-je sans réfléchir. Ma voisine et amie, c'est la seule personne en qui j'ai une confiance totale. Bien. Pierre hoche la tête. Nous l'inclurons dans les documents. Je te recommande aussi de rédiger une directive de soins de santé à vie. Un document où tu précises tes souhaits pour les soins médicaux en cas de maladie grave ou d'incapacité, mais nous discutons encore environ 1 heure, abordant les détails et signant des documents préliminaires. Pierre promet d'avoir les papiers prêts d'ici la fin de la semaine et fixe notre prochain rendez-vous pour vendredi. En sortant de son bureau, je me sens le cœur plus léger. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de contrôler ma vie, de prendre des décisions non sous la pression, non par culpabilité ou obligation, mais parce qu'elles me semblent justes pour moi. En rentrant, je m'arrête à la banque et transfère la majeure partie de l'argent de mon compte principal vers le compte secret dont les enfants ignorent l'existence. C'est une précaution au cas où Étienne ou Laurence essaieraient d'accéder à mes finances. La banque me connaît et la transaction se passe sans problème. À la maison,
Je suis surprise de trouver un énorme panier de fleurs sur le porche. Une carte y est attachée. Maman, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Appelle-moi, s'il te plaît. Avec amour. Étienne. J'y ramène le panier à l'intérieur. Bien que j'ai envie de le laisser sur le porche, les fleurs sont magnifiques. Des pivoines, des roses, des lys, mais elles ne peuvent effacer le souvenir d'hier soir et la douleur et l'humiliation que j'ai ressentie. Le téléphone sonne presque dès que j'entre. Étienne. Bien sûr. Il devait surveiller la maison ou avoir demandé au livreur de me prévenir quand j'accepterai les fleurs. J'hésite. Fixant l'écran du téléphone, une partie de moi veut répondre, écouter les excuses de mon fils, les accepter et revenir à ma vie d'avant. L'autre partie, la nouvelle, déterminée, résiste à cette impulsion. Finalement, je réponds. Maman, la voix d'Étienne semble soulagée. Si as-tu reçu les fleurs? Oui, mais je réponds sèchement. Maman, je suis tellement désolée pour hier. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'avais trop bu. J'étais contrariée par le travail. Ce n'est pas une excuse. Je sais. Mais s'il te plaît, crois-moi, je n'ai jamais voulu te faire mal. Sa voix tremble. Et je crois presque que ses remords sont sincères. Presque. Je t'écoute, dis-je, sans m'excuser ni accuser. Laurence et moi voulons nous excuser en personne. Pouvons-nous venir ce soir, ou veux-tu venir chez nous? Comme tu préfères. J'ai peint ça à l'hématome sur ma cuisse. À la nuit, sans sommeil, à la visite chez l'avocat. Pas ce soir. Étienne, j'ai besoin de temps. Bien sûr, acquiesce-t-il précipitamment. Quand tu seras prête, sache que Laurence et moi sommes très inquiets et voulons réparer les choses. Réparer quoi? Je veux demander le fait que tu m'aies poussé ou le fait que j'ai refusé de vous donner l'argent pour la maison. Je t'appellerai quand je serai prête à parler, dis-je à la place. Ah, d'accord, maman, je t'aime, tu le sais, n'est-ce pas? Je ne réponds pas à cette question, me contentant de dire au revoir et de raccrocher. Le soir, Suzanne passe. Elle apporte des madeleines fraîchement cuites et du thé qui, dit-elle, est censé m'aider à me détendre. Tu as l'air différente, remarque-t-elle. Alors que nous sommes assises dans la cuisine, il s'est passé quelque chose? J'hésite, ne sachant pas si je dois lui parler de la nuit dernière. Mais je décide que si je vais lui confier la responsabilité de prendre des décisions sur ma santé et mes biens en cas d'incapacité, elle doit connaître la vérité. Alors, je racontai la demande d'Étienne et Laurence, la dispute, la poussée, l'hématome sur ma cuisse, la visite d'aujourd'hui chez l'avocat et la décision de changer mon testament. Suzanne écoute sans m'interrompre, secouant parfois la tête ou serrant les poings d'indignation. « Et tu veux que je sois ta mandataire ?» demande-t-elle. Quand j'ai fini, si tu es d'accord, je réponds. Je réalise que c'est une grande responsabilité et tu peux refuser. Geneviève, m'interrompt-elle, prenant ma main. Je suis honorée que tu me fasses confiance pour quelque chose comme ça. Bien sûr, j'accepte. Je me sens soulagée et reconnaissante. Suzanne est la personne à qui je peux confier ma vie et mes décisions. Merci, dis-je, serrant sa main en retour. De rien, ma chère. Maintenant, montre-moi cet hématome, dit-elle d'un ton pratique. J'ai une excellente pommade qui aidera à le faire guérir plus vite. Le lendemain, Étienne envoie un autre panier, cette fois avec des fruits et des chocolats coûteux. Une carte d'excuse de Laurence y est attachée, écrite en calligraphie sur du papier coûteux. Chère Geneviève, je suis profondément désolée pour ce qui s'est passé. Étienne et moi
T'aimons beaucoup et espérons ton pardon. Avec amour. Laurence. J'éplace le panier à côté des fleurs et ne réponds pas à l'appel qui suit. Peu après la livraison, le soir, Nathalie appelle de Corse. La première fois depuis des mois, sans demander d'argent. Apparemment, Étienne lui a raconté ce qui s'est passé. Hein? Maman, vas-tu bien? Demande-t-elle. Avec une inquiétude inhabituelle dans la voix, Étienne a dit que vous avez eu une sorte de dispute. Je vais bien, je réponds. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Ah, que s'est-il passé? Étienne n'a pas donné de détails. Il a juste dit que vous vous êtes disputé à propos d'argent. Ah, bien sûr. Il ne lui dirait pas qu'il m'a poussé. Typique d'Étienne de minimiser sa faute. Nous nous sommes disputés à propos d'argent, dis-je, ne voulant pas entraîner Nathalie dans l'histoire. Bah, mais je ne veux pas en parler maintenant. D'accord. Maman, j'entends la déception dans sa voix. Sache juste que je suis là, si tu as besoin de parler. Merci, ma chérie, dis-je, même si je sais que je ne suis pas susceptible de profiter de son offre. Nathalie a toujours été du côté d'Étienne, depuis qu'elle était petite. Le lendemain, un message de Laurence arrive. Geneviève. Les enfants te manquent, quoi? Ils ne comprennent pas pourquoi mamie a soudainement arrêté de répondre au téléphone. S'il te plaît, au moins pour eux. Essayons de réparer ça. C'est clairement du chantage émotionnel. Et je n'y cède pas. À la place, j'appelle mon médecin et prends un rendez-vous. Je veux m'assurer que ma hanche va bien et peut-être obtenir un certificat de blessure. Pas pour la police, mais pour moi, pour confirmer ce qui s'est passé, si nécessaire. Le vendredi, je rencontre à nouveau Pierre Valéry. Il a préparé tous les documents nécessaires, le Nouveau Testament, les papiers pour la création du trust, la procuration médicale au nom de Suzanne. Nous discutons de chaque point en détail, faisons quelques amendements et signons enfin tout devant un notaire. Voilà, dit Pierre, quand nous avons terminé. Ah, maintenant, tes biens sont protégés, et toi seul en auras le contrôle. Personne ne peut y accéder sans ton consentement. J'y ressens son étrange soulagement, comme si je m'étais débarrassé d'un poids que je portais depuis des années sans m'en rendre compte. Merci. Pierre, dis-je, serrant sa main, tu n'as pas idée à quel point je me sens mieux. C'est mon travail, sourit-il. Et si je peux me permettre un conseil, pas en tant qu'avocat, mais en tant que vieille connaissance. Ne laisse pas la culpabilité ou l'obligation diriger ta vie. Tu mérites le bonheur et la paix dans ces années. Je hoche la tête, touché par ces mots. Il a raison, j'ai trop longtemps vécu pour les autres. Oubliant de penser à moi, il est temps de changer cela. En quittant le bureau de Pierre, je décide de faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis des années, aller dans un café seul, juste pour m'asseoir, prendre une tasse de café et regarder les passants. Un petit plaisir que j'ai toujours repoussé à plus tard parce qu'il y avait des choses plus importantes à faire, des gens plus importants réclamant mon attention. Je choisis un petit café au coin de la rue Saint-Rome et du quai de la Dorade, avec des tables confortables près de la fenêtre et une musique agréable en fond. Je commande un café noisette et une part de tarte aux figues. Je m'assois, regardant les gens dans la rue, et pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre. Mon téléphone vibre dans ma poche. Étienne. Encore, cette fois, je décide de répondre. Maman? Sa voix semble incertaine. As-tu reçu nos cadeaux? Oui, merci. Je réponds neutrement. Laurence et moi voulons t'inviter à dîner dimanche. Les enfants veulent vraiment te voir. Et nous voulons nous excuser en personne. J'ai réfléchi. Une partie de moi veut dire non.
garder mes distances. Mais l'autre partie me rappelle que, malgré tout ce qui s'est passé, ils sont toujours ma famille. Et mes petits-enfants me manquent vraiment. Mais d'accord, dis-je enfin. À quelle heure? 18 Eures, propose Étienne, et je peux entendre le soulagement dans sa voix. Je peux te chercher? Non. Je viendrai moi-même, dis-je fermement. Je ne vais pas devenir dépendant d'eux, même pour des petites choses comme le transport. Comme tu veux, maman, à dimanche. Alors, je finis mon café, paillé, et sors du café, dehors. Il fait soleil. Et je décide de marcher un peu, malgré la douleur lancinante dans ma hanche. En passant devant une librairie, je vois un livre sur les voyages en Provence dans la vitrine. Sans hésiter, j'entre et l'achète. Peut-être est-il temps de réaliser ce rêve de voyage que j'ai toujours repoussé. Peut-être est-il temps de vivre pour moi, avec cette pensée en tête. Je rentre chez moi, ressentant une étrange excitation, comme si j'avais ouvert une nouvelle porte derrière laquelle se cachait une multitude de possibilités. Le dîner du dimanche s'avère aussi tendu que je l'avais prévu. Étienne et Laurence sont trop attentifs, demandant constamment si je suis à l'aise, si j'ai besoin d'autre chose. Les petits-enfants ne semblent pas remarquer cette atmosphère artificielle. Noah est absorbé par sa nouvelle tablette. Et Emma parle de la pièce de théâtre scolaire où elle a obtenu le rôle principal. Après le dîner, quand les enfants sont montés dans leur chambre, Étienne tousse et commence ce qui est visiblement un discours préparé. « Maman, je veux m'excuser à nouveau pour ce qui s'est passé, » dit-il, me regardant droit dans les yeux. « C'était impardonnable, et je comprends parfaitement si tu ne peux pas me pardonner. » Laurence pose sa main sur le bras de son mari en signe de soutien. « Nous sommes tous les deux très désolés. » Geneviève, ajoute-t-elle. Nous avons dépassé les bornes, et c'était mal. Je les regarde tous les deux, essayant de voir à quel point leurs excuses sont sincères. Il y a quelque chose dans leurs yeux, une certaine lassitude, qui me fait douter. J'apprécie vos excuses, dis-je enfin. Mais, voyez-vous, ce n'est pas seulement à propos de cette nuit-là, c'est à propos de la manière dont notre relation s'est construite au fil des années. Étienne et Laurence échangent un regard rapide. Que veux-tu dire, maman? Demande Étienne prudemment. Je veux dire que vous ne pensez à moi que quand vous avez besoin de quelque chose. Dis-je franchement, c'est de l'argent, de l'aide avec les enfants, mes affaires pour vos événements. Mais quand j'ai besoin de compagnie, de famille, d'une simple attention, vous n'êtes pas là. Laurence semble vouloir objecter, mais se retient. Étienne baisse les yeux. Nous sommes très occupés, maman, dit-il doucement. Le travail, les enfants, la maison, nous n'avons pas le temps pour tout. Nous avons tous nos priorités. Je réponds, et je réalise que je ne suis pas l'une des vôtres. C'est votre droit, mais j'ai aussi le droit de prioriser les miennes. Que dis-tu? La voix d'Étienne est troublée. J'ai décidé de faire quelques changements dans ma vie, dis-je, essayant de parler calmement et avec assurance. Je vends la maison. Un silence s'installe. Étienne et Laurence me regardent, comme si j'avais annoncé que j'allais m'envoler pour la lune. Tu vends la maison? Demande Étienne. Mais pourquoi? Où vas-tu déménager? J'ai trouvé un petit appartement dans le quartier de la Dorade. Je réponds, une pièce, au rez-de-chaussée, avec un petit jardin. C'est beaucoup plus confortable pour moi que la vieille maison, avec ses escaliers et ses besoins constants de réparation. Laurence est la première à se remettre du choc. Mais, Geneviève, c'est ta maison où tu as vécu tant d'années.
Ne serait-il pas mieux d'embaucher une aide si tu as du mal à t'en occuper? Je secoue la tête. Ce n'est pas juste l'entretien, elle est trop grande pour moi seule. Et il y a trop de souvenirs à porter. J'ai besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose à moi. Étienne semble confus. As-tu déjà signé les papiers? Demande-t-il. Le contrat préliminaire. Je réponds. La vente officielle est dans 2 semaines. Combien la vends-tu? La question de Laurence semble trop précipitée, trop intéressée. 620 000 euros, dis-je, observant leur réaction. Les yeux de Laurence s'élargissent. Même dans son indignation, elle ne peut cacher ses calculs mentaux. C'est moins que sa valeur, dit-elle. Tu pourrais obtenir au moins 730 000. Si tu trouvais le bon acheteur. Peut-être. J'acquiesce, mais la jeune famille qui l'achète l'aime beaucoup. Ils ont 2 enfants et ils adorent le quartier. Je préfère la vendre à eux, même si ça signifie obtenir un peu moins. Et que comptes-tu faire de l'argent? Demande Étienne, essayant de rendre la question décontractée. Une partie servira à acheter l'appartement, 165 000 euros. Une autre partie, 175 000 euros. Je vais la donner à la Fondation Jeunes Horizons. Le reste, je l'investirai dans une rente qui me procurera un revenu stable pour le reste de ma vie. Le visage d'Étienne s'assombrit. La Fondation Jeunes Horizons. Redemande-t-il. 175 000 euros? Oui, je confirme. C'était important pour ton père, et c'est important pour moi aussi. Mais Étienne hésite, cherchant visiblement des mots qui ne trahiraient pas ses vraies pensées. Ne serait-il pas mieux de garder cet argent dans la famille, pour les petits-enfants, pour leur éducation? Noah et Emma ont des parents avec de bons revenus, dis-je, regardant directement Laurence. Et je suis sûre que vous économisez déjà pour leur éducation. Laurence détourne le regard. Nous savons tous qu'elle ne le fait pas. C'est ton argent, bien sûr, dit Étienne avec un étrange sourire. Tu es libre de l'utiliser comme tu veux. C'est juste, c'est un peu soudain. Pour moi aussi, j'admets, mais parfois, l'inattendu est la bonne chose à faire. Le reste de la soirée se passe dans une atmosphère étrange. Étienne et Laurence essaient de maintenir une conversation légère, mais je sens leur tension, leur tentative de comprendre une nouvelle réalité, où ils n'obtiendront ni la maison ni l'argent qu'ils espéraient. Le lendemain, Étienne m'appelle alors que je range des livres dans des cartons. « Maman, as-tu changé d'avis sur la vente de la maison ?» demande-t-il, sans préambule. « Non, Étienne, je n'ai pas changé d'avis. » Je réponds calmement. « Et pour l'argent aussi. » J'entends l'espoir dans sa voix. « Et pour l'argent aussi. » Il soupire. Tu vois, Laurence et moi, nous espérions pouvoir utiliser ta maison comme garantie pour obtenir un prêt pour la maison dont nous parlions. Voilà donc leur plan, me convaincre de leur laisser la maison en héritage, puis l'utiliser comme garantie avant ma mort. Je crains que vous deviez trouver un autre moyen, dis-je. Peut-être commencer par une maison plus petite que vous pouvez vous permettre, sans mon aide. Mais ce n'est pas juste, maman, lâche-t-il soudain. Tu sais à quel point le marché immobilier est difficile en ce moment. Nous ne pourrons jamais économiser pour un acompte sur une maison décente. Ton père et moi l'avons fait. Je lui rappelle. Nous avons travaillé, économisé, nous nous sommes privés de beaucoup de choses. C'est ce que font la plupart des familles. Mais c'était une autre époque, objecte-t-il. Les choses sont différentes maintenant. C'est peut-être. J'acquiesce, mais ma décision reste inchangée. Je vends la maison.
Je donne une partie de l'argent à une œuvre de charité et je m'assure une stabilité pour le reste de mes années. Après cette conversation, Étienne ne m'appelle pas pendant presque une semaine. Quand il le fait enfin, sa voix semble réservée, comme s'il parlait à une associée plutôt qu'à une mère. « Nous aimerions t'aider à déménager, » dit-il. « Quel jour te conviendrait ?» Je lui donne une date, et il promet que lui et Laurence seront là pour aider. Je sais que leur aide est une dernière tentative pour me convaincre de changer d'avis. Mais je suis reconnaissante quand même. Emballer et déménager à mon âge n'est pas la chose la plus facile. Le jour du déménagement est ensoleillé et chaud. Suzanne arrive tôt le matin pour aider avec les dernières préparations. Étienne, Laurence et les petits-enfants arrivent à 10 heures, alors que les déménageurs ont déjà commencé à sortir les meubles. Tu as donc pris ta décision, dit Laurence, regardant les pièces à moitié vides avec une déception non dissimulée. Oh, oui, je l'ai fait, je confirmai, ne cédant pas à la provocation. Étienne est inhabituellement silencieux, aidant les déménageurs avec les cartons et les meubles. Les enfants courent dans les pièces vides, leur voix résonnant sur les murs, rendant la maison étrangement étrangère plutôt que la mienne. À midi, tout est chargé dans le camion. Je fais un dernier tour des pièces vides, disant au revoir à chacune, me souvenant des moments vécus, la chambre où Marcel est mort, la nurserie où Étienne a grandi, le salon où nous nous sommes réunis tant de fois pour Noël et les fêtes de famille. Tu es prête, demande Suzanne, debout dans l'embrasure de la porte. Je hoche la tête, essuyant une larme involontaire. Prête. Mon nouvel appartement est dans un complexe résidentiel moderne pour seniors, près du quai de la Dorade. Il est lumineux, spacieux, avec de grandes fenêtres et un petit jardin où je prévois de planter des roses. Le complexe a une piscine, une bibliothèque, une salle de loisirs et même un petit cinéma. Quand le camion avec mes affaires arrive, Étienne et Laurence attendent déjà à l'entrée. Ils aident à décharger les affaires et installer les meubles, bien que je vois Laurence regarder constamment sa montre, pressée de partir. « Je dois récupérer les enfants chez ma mère, » dit-elle enfin. Nous les avons laissés là pour qu'ils ne gênent pas le déménagement. Bien sûr, allez-y, je réponds. Vous avez déjà beaucoup aidé. Quand ils partent, Suzanne et moi continuons à déballer et organiser l'appartement. Le soir, les principales choses sont faites et nous nous asseyons sur le balcon avec des tasses de thé, regardant le coucher du soleil sur la Garonne. « Comment te sens-tu » demande Suzanne. « Étrange. » Je réponds enfin, triste de dire au revoir à la vieille maison, mais aussi libre, comme si j'avais ôté un poids lourd que je portais depuis des années. Suzanne hoche la tête avec compréhension. Parfois, il faut laisser le passé pour avancer. Le lendemain, je rencontre l'administratrice de la Fondation Jeunes Horizons pour remettre un chèque de 175 000 €. Une jeune femme nommée Camille est bouleversée par l'ampleur du don. « C'est incroyablement généreux, Madame Laurent, » dit-elle, retenant ses larmes. « Vous n'avez pas idée combien d'enfants cela aidera. » J'espère. Je réponds. Mon mari croyait toujours en l'importance de soutenir les enfants dans des situations difficiles. Ce don est un hommage à sa mémoire. Le même jour, je rencontre un conseiller financier et mets en place une rente qui me procurera un revenu mensuel stable pour le reste de ma vie. Pour la première fois depuis des années, je me sens financièrement sécurisée, indépendante de la merci des enfants ou des circonstances imprévues. Le soir, Nathalie appelle de Corse. Apparemment, Étienne lui a déjà raconté la nouvelle. « Maman, est-ce vrai que tu as vendu la maison » demande-t-elle sans préambule.
Oui, c'est vrai, je confirmais. Et tu as donné 175 000 € à une œuvre de charité? Maman, es-tu devenue folle? J'ai soupir. Typique de Nathalie de passer directement aux accusations. C'est oui, Nathalie. Je suis saine d'esprit. J'ai pris une décision qui me semble juste pour moi. Mais c'est l'argent de la famille, s'exclame-t-elle. Étienne et moi conscions dessus. C'est mon argent. Nathalie, dis-je fermement, gagné par moi et ton père, et j'ai décidé de l'utiliser comme je l'entends. Elle continue de me reprocher pendant quelques minutes, mais je reste ferme. Finalement, elle abandonne, disant que je devrais en payer le prix quand j'aurai besoin de l'aide des enfants. J'ai fait en sorte de ne pas avoir besoin de votre aide, dis-je calmement. C'est pourquoi j'ai pris cette décision. Après avoir parlé à Nathalie, je me sens étrangement soulagée, comme si les dernières cordes, qui me liaient à mon rôle de mère dévouée, prête à tout pour ses enfants, avaient été coupées. Maintenant, je suis juste Geneviève, une femme vivant sa vie selon ses propres termes. Les premières semaines dans le nouvel appartement sont remplies de découvertes. Je fais connaissance avec mes voisins, des personnes âgées comme moi, dont beaucoup vivent seuls. Nous trouvons rapidement des points communs, surtout avec Colette, une veuve de mon âge qui vit dans l'appartement d'à côté. Le complexe résidentiel propose un flot constant d'activités, des cours de peinture aux soirées dansantes pour seniors. Je commence à assister au club de lecture dont Suzanne parlait depuis si longtemps et découvre que j'aime vraiment discuter de mes lectures avec d'autres personnes. Étienne appelle de moins en moins souvent, et quand il le fait, la conversation est tendue et brève. Je réalise qu'il ne peut pas me pardonner ma décision, mais j'espère qu'avec le temps, son ressentiment passera. Un soir, environ 1 mois après le déménagement, la sonnette retentit. Étienne se tient sur le seuil, l'air fatigué et perdu. « Salut, maman, dit-il. Puis-je entrer? Je le laisse entrer, surprise par cette visite inattendue. Quelque chose ne va pas. J'y demande, lui offrant du thé. Il secoue la tête, regardant mon appartement avec une expression que je ne peux pas tout à fait déchiffrer. Ça, c'est cosy, dit-il enfin. Ça te plaît? Oui, beaucoup. Je réponds, ah, c'est confortable. Et les voisins sont formidables. Il hoche la tête, regardant par la fenêtre le petit jardin que je commence à aménager. Maman, je suis venu m'excuser, dit-il soudain, pour la façon dont j'ai réagi après ta décision de vendre la maison. Ce n'était pas gentil de ma part. Je suis surprise par ces mots, mais encore plus par la sincérité qu'ils contiennent. Je réalise que c'était soudain, dis-je doucement. Ce n'est pas seulement ça, continue-t-il. Ah. Oui, Laurence et moi comptions vraiment sur ton argent. Nous avions presque conclu l'achat de cette maison, pensant que tu accepterais de nous aider. C'était mal de notre part de planifier nos vies autour de ton argent. Je ne sais pas quoi dire. Cette sincérité est nouvelle dans notre famille, où nous préférions habituellement minimiser les choses et éviter la confrontation. Qu'est-ce qui ne va pas, Étienne? J'ai demande. Enfin, pourquoi as-tu soudain décidé de t'excuser? Il soupire, serrant sa tasse de thé. Si j'ai parlé à un vieil ami de papa, Jean Dupont. Je l'ai croisé par hasard en ville. Il m'a raconté comment toi et papa avez économisé pendant des années pour l'acompte de la maison, comment vous vous êtes privés de tout pour que Nathalie et moi ayons une bonne éducation, et j'ai soudain réalisé à quel point j'avais été égoïste. Laurence et moi voulions ce que vous, toi et papa, aviez gagné toute votre vie. Je suis touchée par ces mots. Jean Dupont était vraiment le meilleur ami de Marcel, et il connaissait bien notre histoire. Je suis contente que tu le réalises, dis-je.
et je ne t'en veux pas. Étienne, je veux juste vivre mes années restantes avec dignité et indépendance. Nanens, et tu as tout à fait le droit de le faire. Hoche-t-il. Laurence et moi avons révisé nos plans. Nous avons décidé de commencer par une maison plus petite, en banlieue. Ce n'est pas ce que Laurence avait en tête, mais c'est ce que nous pouvons nous permettre. C'est une décision sage, dis-je. Ton père disait toujours, vis selon tes moyens, et tu vivras en paix. Ja, son ami. Étienne sourit, le premier sourire sincère depuis longtemps, sans ombre de ressentiment ou de motif caché. J'aimerais que les enfants te rendent visite plus souvent, dit-il. Leur grand-mère leur manque. Ils me manquent aussi. Je réponds, ils sont toujours les bienvenus ici. Après le départ d'Étienne, je reste longtemps sur le balcon, regardant les étoiles et pensant au tournant qu'a pris ma vie. Je ressens une paix étrange, comme si j'avais enfin trouvé ma place dans le monde, non pas comme une mère ou une grand-mère, toujours prête à se sacrifier pour les autres, mais comme une femme avec ses propres désirs, intérêts et droit au bonheur. Les mois suivants, ma vie se remplit de nouveaux événements et de nouvelles rencontres. Je m'inscris à des cours d'informatique pour seniors et apprends à utiliser Internet, les emails et même les réseaux sociaux. Cela m'ouvre un nouveau monde. Je peux communiquer avec des gens du monde entier, trouver des informations sur des sujets qui m'intéressent, même commander des courses avec livraison à domicile, ce qui est particulièrement pratique par mauvais temps. Je commence à voyager, d'abord pas loin, dans les villes voisines, comme Albi ou Carcassonne, puis plus loin, à 75 ans. Je vois la mer Méditerranée pour la première fois, debout, sur une plage de Sète, sentant les vagues froides caresser mes pieds. Lors d'un cours de peinture, je rencontre Henri Blanchard, un veuf de mon âge aux yeux bienveillants et au rire contagieux. Il m'invite à prendre un café après le cours, et j'accepte, surprise par ma propre audace. Ma relation avec Étienne s'améliore progressivement. Il appelle plus souvent, passant parfois sans raison particulière. Laurence reste distante, mais au moins, elle a cessé d'exprimer son mécontentement face à ma décision. Nathalie, elle aussi, s'y est faite, surtout quand elle a appris que j'avais laissé à mes enfants une petite part de mon argent dans mon testament, pas autant qu'ils l'espéraient, mais assez pour montrer que je ne les avais pas complètement exclus de ma vie. Un soir, assise dans mon petit jardin, regardant le soleil se coucher sur la Garonne, je pense au chemin que j'ai parcouru au fil des ans, à la douleur que j'ai dû endurer, aux décisions que j'ai dû prendre, et à la liberté que j'ai trouvée. Je pense à Marcel et à ce qu'il dirait de ma nouvelle vie. J'ai le sentiment qu'il serait satisfait. Il a toujours voulu que je sois forte et indépendante. Même quand il était là, à ce moment, je réalise que j'ai enfin trouvé ce qui me manquait depuis si longtemps, un sentiment de valeur personnelle et de liberté intérieure. Je ne suis plus seulement la mère ou la grand-mère de quelqu'un, existant uniquement pour répondre aux besoins des autres. Je suis Geneviève Laurent, une femme vivant sa vie selon ses propres termes, savourant chaque jour et chaque nouvelle découverte. Et c'est l'héritage le plus important que je puisse laisser à mes enfants et petits-enfants, l'exemple qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre pour soi, jamais trop tard pour trouver la liberté, la dignité, même si cela signifie passer par la douleur et faire des choix difficiles. Mon téléphone sonne. C'est Henri, m'invitant à un concert de musique classique dans le parc de Campan-Caffarelli ce week-end. J'accepte, ressentant une légère excitation, comme une jeune fille avant un premier rendez-vous. La vie continue, et pour la première fois depuis des années, je vis vraiment, pas seulement en existant, et c'est une sensation merveilleuse.